Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Le 9 mars dernier, Denis Carrier donnait une conférence à Notre-Dame-du-Nord sur le projet GNL de gazoduc. M. Carrier revient avec nous sur cette conférence et sur les préoccupations qu'il a pour le Témiscamingue dans ce dossier. Le but de la conférence, c'était principalement pour que les gens se rendent compte qu'au Témiscamingue, on était aussi impliqué dans le projet GNL. Pas seulement Abitibi, mais le Témiscamingue aussi. Parce que j'ai été voir la carte pour savoir où est-ce que ça passait. Le lac Témiscamingue a des affluents et certains de ces affluents-là vont croiser le pipeline. Et puis, aussi des rencontres avec GNL à laquelle j'ai assisté, des pseudo-sondages, c'est-à-dire des sondages qui avaient lieu avant qu'on sache où passerait le pipeline. Et c'est surtout là que j'ai eu un peu d'informations. J'ai pu savoir, avoir la carte, avoir aussi les recherches. Ça consistait de trouver quelles étaient les rivières qui étaient croisées par le pipeline. Et le pipeline passe principalement, en tout cas, un endroit où on est sûr, c'est entre la réserve des Guebels et la ville de Rouyn-Noranda. Alors, il y a déjà plusieurs affluents qui se versent dans le lac Témiscamingue à cette hauteur-là. C'est surtout que quand les affluents vont apporter l'eau qui provient de cette zone-là, qu'ici au Témiscamingue, on n'a pas fait de démarche pour avoir des compensations monétaires pour le fait que ça passe chez nous. On ne nous a pas sondé, on n'est pas venu au Témiscamingue demander notre opinion simplement parce qu'on croyait qu'on n'était pas impliqué. C'est que c'est un peu délicat de voir comment on peut être impliqué. C'est que le pipeline comme tel passe dans les MRC d'Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda et de la vallée de l'Or après, et d'Abitibi tout court. Et puis, le pipeline comme tel ne passe pas dans la MRC. Et là, on peut jouer sur ce fait-là que si le pipeline ne passe pas dans la MRC du Témiscamingue, eh bien, les promoteurs se sont dit on n'a pas besoin de les consulter. Mais ce qu'ils ont oublié de remarquer, ou que plusieurs ont oublié de remarquer, même ici, c'est que les surfaces des MRC et les bassins versants du lac ne sont pas les mêmes. Le bassin versant du lac Témiscamingue va bien au-delà de la MRC du Témiscamingue. Et c'est pour ça que ça nous concerne. C'est sûr qu'on s'oppose, en tout cas moi personnellement, je m'oppose à ce que le pipeline passe, mais s'il passe, on devrait avoir les compensations. Le sondage, en fait, la commission qui va dire oui ou non au passage du pipeline en Abitibi-Témiscamingue, cette commission-là a fait un appel aux gens. Et puis là, qu'est-ce qui va arriver avec nos opinions? J'aimerais bien le savoir. Et j'ai peur un peu qu'ils profitent de la pandémie de COVID-19 pour faire la même chose qu'ils font avec Terre-Neuve présentement. Au-delà de Terre-Neuve, il y a du pétrole à l'est de Terre-Neuve et là, on met de côté les opinions ou les consultations pour pouvoir dire on y va directement. Et ça, c'est à se méfier. Quelle façon ils vont tenir compte de ce que les gens ont dit plutôt que ce que les promoteurs disent et les lobbyistes. Ça, je suis un peu inquiet de ce côté-là. La pandémie du coronavirus touche aussi le monde des médias et le Témiscamingue n'y fait pas exception. CKVM-FM, la voix du Témiscamingue, TV Témis et le journal Le Reflet doivent s'adapter à la situation et innover. Tout le monde est touché, on n'est pas exclusif dans ce qui est arrivé. L'équipe s'est relevé les manches, puis on a dit, bon, on y va, on va faire un journal, on va continuer notre mission d'informer, mais un peu différemment en utilisant médias sociaux et le web. C'est sûr que nous, dès le départ, à partir du moment où il y a eu les restrictions d'événements de plus de 250 personnes, ça a affecté notre travail parce qu'au calendrier, toutes les couvertures qu'on avait prévues, c'était des événements qui ont été annulés. Et par la suite, on se croyait chanceux parce qu'au niveau du financement, on ne dépend pas de publicité comme d'autres médias.
Mais par contre, à partir du moment où les mesures sanitaires ont aussi affecté la diffusion de notre bingo, là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, là, la crise avait des répercussions à plusieurs niveaux. Écoute, les répercussions sont majeures pour tous les médias, pour CKVM également, d'autant plus qu'on est une radio privée indépendante. On n'a accès à aucune subvention. Alors, comme notre seul revenu, ce sont les revenus publicitaires, il faut s'imaginer que suite à l'annonce de fermer tous les commerces, sauf ceux qui restent ouverts pour les mesures d'urgence, ça a des répercussions énormes chez nous. Malgré tout, le moral est là et CKVM va continuer d'être là pour informer la population, pour divertir aussi les auditeurs, parce qu'on se fait un devoir d'être là pour informer, mais aussi, il faut parler d'autres choses, hein? C'est bon pour le moral. Ben oui, j'aurais dit au début de la crise un peu moins, mais là, plus que ça avance, les gens nous lisent, les gens veulent savoir, les gens se questionnent, les gens nous jasent. C'est sûr que c'est toujours un peu plus difficile de se laisser aller parce qu'on connaît le voisin, on veut pas non plus nuire à personne. C'est pas tout à fait comme l'anonymat d'une grande ville. Depuis la crise, tous nos bulletins sont maintenant en direct, sauf exception. Et nous avons, comme je le disais précédemment, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, qui est sur nos ondes tous les jours à 11h30, du lundi au vendredi. Il a fallu qu'on pense un peu d'une stratégie pour continuer la couverture, mais aussi de dire de quelle façon on pourrait un peu aider les gens pendant la crise avec notre médium. Donc, il y a Émilie Jacques là, qui a répondu à l'appel en nous proposant de faire une série de capsules qu'on a baptisées ensemble Confinement 101 et qui s'adressent vraiment aux gens qui sont en confinement pour leur donner des trucs, soit des parents qui sont à la maison avec leurs enfants, donc des trucs au niveau pédagogique, mais aussi ça donne lieu de voir que même à distance, on peut continuer à produire là, en équipe. Puis, je irais aussi dans un autre message d'apprécier leurs médias parce qu'ils ne voient pas, mais ce que les 3 médias font, parce qu'on travaille beaucoup en concertation, on se parle, on travaille ensemble, c'est important. C'est vraiment important parce que si le même matin, les 3 médias ne sont plus là, qui va parler du Témiscamingue, qui va donner l'heure juste, qui va permettre à la préfète d'être sur les tribunes, ça ne sera certainement pas l'Abitibi, ça ne sera pas encore moins le Québec. Donc, je trouve ça important de continuer à suivre les médias parce qu'on a chacun notre rôle de façon différente, mais on est complémentaires et je pense qu'on le montre bien. Au Témiscamingue, des organismes comme l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue et la Maison des jeunes du Témiscamingue ont comme mission première de rassembler les gens. Nous avons voulu voir comment ces organismes réussissent à poursuivre leur mission en cette période de confinement. C'est difficile. On leur explique plus la façon de se protéger. Tu sais, dans le fond aussi, on leur explique que c'est normal que les gens, quand ils prennent une marche, changent de trottoir. C'est pas eux le problème. C'est vraiment parce qu'il y a un virus. On leur explique aussi qu'il c'est important de se laver les mains, les mesures de prévention, mais tu sais, on n'explique pas en tant que tel c'est quoi le COVID-19 parce que ça devient compliqué à comprendre, mais vraiment comment faire pour pas l'attraper, qu'il y a un grand virus, que c'est normal que les gens, justement, il y en a moins. Fait qu'on explique un petit peu les barèmes et non le virus en tant que tel. Dans le fond, ce qui est drôle, c'est que nous, dans le fond, on a 3 locaux de jeunes. Puis dans nos locaux, on travaille beaucoup pour que les jeunes, ils mettent de côté leur téléphone cellulaire. Tu sais, on sait que c'est quand même très présent. Puis là, depuis que les locaux sont fermés, dans le fond, ce qui est facilitant, c'est que comme ils sont quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, on garde le lien avec les gens de cette façon-là. Donc, notre équipe est en télétravail présentement, mais beaucoup active sur Facebook, Instagram puis Messenger pour faire des discussions avec les jeunes, lancer des défis à chaque jour aussi aux jeunes à réaliser. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Je pense que tout le monde respecte, en tout cas les jeunes qu'on côtoie habituellement, ils respectent bien les règlements. On en a certains qui travaillent dans les épiceries, qui sont vraiment très stricts là, au niveau des mesures sanitaires. Là, fait qu'ils font vraiment attention à leur santé. Puis ils comprennent bien que c'est vraiment une pandémie mondiale puis qu'il y a des enjeux qui sont vraiment importants présentement. On a fermé, c'est sûr, le centre de jour. Aussitôt que la nouvelle a été annoncée, là, on a décidé qu'on fermait au complet le centre de jour. Puis après ça, moi, j'ai fait le tour de tous les parents pour leur expliquer qu'on suivait les mesures préventives. Puis après ça, là, pendant 2 semaines, justement, on était un petit peu plus en réorganisation. Puis ça fait une semaine là, qu'on a mis en place les trousses d'activités puis les activités en Zoom. À chaque semaine, on a monté une trousse d'une 15aine d'activités. Là. Il y a des mots croisés, des mots cachés, des dessins à faire aussi.
Fait que vraiment, c'est des activités où est-ce qu'ils peuvent faire seuls ou en compagnie de leurs parents ou leur famille d'accueil pour vraiment offrir un petit répit, là, arrêter de se casser la tête là, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes handicapées. Là, ils ont vraiment une trop d'activités qui peuvent au moins s'occuper. Puis à chaque semaine, on fait des ateliers de bingo là, ou des ateliers en Zoom. Là. Il peut y avoir Zumba, du yoga, des ateliers de discussion aussi là, pour permettre aux participants de se voir là, puis un petit peu moins s'ennuyer. Bien, je dois dire que les animatrices sont quand même très créatives. Là, je pense à Isabelle dans le secteur Est qui a fait un concours de gâteaux. Donc, elle demandait aux jeunes de faire un gâteau en lien avec l'arc-en-ciel là, comme thématique. Puis, mon Dieu, on a vu vraiment des belles images de gâteaux. Puis, on les a mis aussi sur nos réseaux sociaux. Fait que si jamais vous voulez aller jeter un œil, là, mais on a des jeunes qui ont vraiment des belles compétences culinaires. Sinon, tu sais, ce matin, le défi, c'est de rédiger un poème. Fait que ça, on essaie d'aller toucher vraiment des axes qui sont autant artistiques, sportifs que, tu sais, un peu de faire un petit peu de bien dans la société aussi, d'essayer de faire des appels à des membres de la famille qui sont plus éloignés ou des choses comme ça. On essaie de garder les jeunes en action. Puis, on essaie de jouer aussi en ligne avec eux. Hier, on a joué une partie de Loup-garou, là, qui est un jeu de rôle avec des cartes là, qu'on connaît sous une forme traditionnelle puis qui est très, très populaire à la Maison des Jeunes. Mais il y a une application en ligne qui s'appelle Wolfie. Dans le fond, on peut jouer en ligne à distance avec les autres jeunes, puis c'est quand même le fun, là, on a du plaisir avec ça. Puis ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils sont un peu inquiets, mais surtout tannés d'être en confinement. Ils trouvent ça difficile quand même. On sait que les jeunes, ils aiment beaucoup se rassembler, puis que le désir de voir leurs amis est vraiment fort. Fait que pour eux, c'est quand même difficile, là, présentement. Bien, c'est rester en contact le plus possible, mais sans non plus être envahissant, là, parce qu'on n'a pas envie d'avoir la face de la coordonnatrice dans notre écran à 24 heures sur 24. C'est vraiment de faire des activités avec notre personnel aussi, parce que c'est important de les soutenir. Fait qu'à chaque lundi matin, on a une rencontre d'équipe. Je leur rappelle aussi de faire attention, de pas trop travailler. C'est drôle à dire, mais souvent, quand justement on est à la maison, mais c'est facile d'aller sur l'ordinateur, juste un petit 2 minutes, puis là, finalement, tu te revires, tu as fait 40 heures dans ta semaine quand tu es censé en faire 21 ou 35. Fait que leur rappeler de dire que vraiment respecter votre horaire, c'est vraiment pousser le plus que vous pouvez, mais en respectant aussi les limites. Pour les personnes aussi, c'est garder un lien, répéter souvent qu'on est là, qui ne nous dérange pas quand ils ont besoin de parler. Souvent, on a la gêne de dire on a peur d'appeler, on a peur de contacter sur Facebook. Fait qu'au moins, on rappelle souvent là, de dire appelez-nous, puis on le fait aussi également pour créer un lien solide à distance également. Là. Fait que c'est comme ça qu'on fait. Là. L'Église évangélique du Témiscamingue veut aider son prochain pendant la crise de la COVID-19. C'est dans cet état d'esprit que les membres de l'Église évangélique ont proposé leur service pour la livraison auprès des clients du IGA Boutin de Lorrainville. Mais premièrement, quand que tout ça est arrivé, puis on a commencé à voir les nouvelles, on s'est dit, ben écoute, il va y avoir des gens qui vont être laissés pour compte là-dedans, c'est sûr. Les gens qui sont âgés, les gens qui ont de la misère à se déplacer. Fait que un bon matin, je suis allé voir Anthony chez IGA Boutin ici à Lorrainville. Puis j'ai juste dit, écoute, nous, on peut-tu aider d'une façon quelconque? Puis là, j'ai parlé de ça. Je pense que les personnes âgées, tout ça, pouvaient avoir de la difficulté. Fait que j'ai dit, nous autres, on serait prêts à peut-être faire la livraison pour ces gens-là. Puis c'est peut-être une façon qu'on pourrait aider. Fait que sur le coup, il est comme, OK, il ne s'attendait pas à ça. Puis finalement, c'est ça, on s'est parlé, puis ça a commencé comme ça. Moi, je lui ai dit, je vais juste regarder avec les gens de l'Église pour voir si des bénévoles, tout ça. Puis rapidement, on a ramassé, je pense qu'on est à une dizaine de bénévoles. Puis depuis ce temps-là, on a jusqu'à date, c'est notre 3e semaine, je pense. On a peut-être 56, je pense, aujourd'hui, livraisons de fête. On va à Béarn, on va à Fabre, on va à Ville-Marie, on va à Saint-Eugène. C'est à peu près ce territoire-là. Mais je peux dire que, écoute, oui, c'est un temps sans précédent. Qui aurait cru qu'on aurait vécu un tel temps comme ça? Certainement pas moi. Puis parle aux gens, puis les gens on n'a jamais pensé à ça. Je peux dire que oui, c'est un temps où est-ce que, oui, on doit être prudent, puis on doit observer toutes les consignes que le gouvernement nous demande. Je crois à ça. Mais je crois aussi que
pour ceux qui sont capables, on a besoin de s'entraider. On a besoin d'être là pour les gens qui ont plus de difficultés. Puis on a besoin de rester connectés. C'est pour ça qu'on est privilégié de vivre dans un temps où ce que la technologie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, pour pouvoir garder nos relations ensemble, puis travailler fort, puis oui, essayer de s'entraider du mieux qu'on peut. Je veux dire, c'est tout un défi, parce que comme tu dis, on aime beaucoup se rassembler. Mais vu les temps qu'on vit, il a fallu qu'on soit créatif. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse toutes nos rencontres sur YouTube. Et ça fait déjà 10 ans qu'on fait ça, qu'on diffuse nos réunions. Mais là, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'achalandage. Les gens, en étant à leur maison, ils se connectent avec nous. Puis oui, depuis ça, donc ce que je fais, c'est que je parle aux gens, mais avec personne en avant de moi. Donc, je parle à travers d'une caméra. C'est assez intéressant comme situation, mais ça va très, très, très bien jusqu'à date. Le mardi 7 avril dernier, un cortège de véhicules a circulé dans Ville-Marie en soutien aux personnes travaillant dans tous les services essentiels. Cette initiative de José Morin a été fort appréciée. C'est moi qui ai lancé l'idée de la parade, oui. On allait tout le temps soutenir, mettons, à l'hôpital, les infirmières, les docteurs, les paramédics, mais on avait aussi les services essentiels, épicerie pour nous nourrir, les pharmacies, quelques commerces qui sont quand même ouverts pour l'essentiel. Personnellement, mon conjoint est ambulancier, paramédic, donc c'est les premiers appelés pour aller chercher quelqu'un, donc c'est les premiers contacts. Ensuite, les infirmières, les docteurs. Donc, personnellement, je suis touchée, veux pas, par ça. Donc, moi, c'est de là est venue l'idée de le faire et ça a fonctionné après 2 tentatives. La parade, c'est en véhicule, donc personne ne sort de son véhicule. Donc, on garde nos distances, on n'est pas en contact, il n'y a pas de rassemblement. Et les gens dans les commerces, ils nous voient de loin, ils nous font des babayes. Donc, ça respecte les normes et les règlements. Ça a été mijoté un petit peu. Ensuite, j'ai dit, bon, OK, Provigo, on s'en va tranquillement. Uniprix, Proxime. Donc, en s'en allant d'Uniprix ou Proxime, on passe en avant de la Sainte-Anne. Donc, on passe pharmacie, on passait d'autres commerces qui sont ouverts. Pour terminer, pas terminer parce qu'on est allé terminer à l'hôpital, mais on a passé en avant des foyers, des personnes âgées. On est pour les saluer. Le cortège était quand même assez long, donc je dirais peut-être une trentaine de véhicules certains. J'ai été très, très surprise que le monde réponde si bien, en tout cas. On est dans un petit centre et le monde se soutient. Je trouve ça super bien. S'il y a à reproduction de soit une parade ou flasher les lumières à l'hôpital. Je le mets sur le Facebook Entraide COVID. Donc, je crois que beaucoup de gens sont là-dessus et j'invite à partager. Le baladeur du Témiscamingue et le transport adapté du Témiscamingue ont comme mandat de coordonner et d'assurer le service de transport collectif sur le territoire témiscamien. Voici en quoi ces organismes peuvent vous aider. Bien, dans le fond, au niveau du baladeur, nous, on a été obligés d'arrêter tous nos services qu'on offrait, qui étaient surtout le transport bénévole pour aller à des rendez-vous médicaux à l'extérieur de la MRC du Témiscamingue. Avec toutes les mesures préventives au niveau de la distanciation, puis tout ça, on ne pouvait plus se permettre d'effectuer des transports avec des conducteurs bénévoles. L'espace dans les véhicules n'est pas assez grand pour respecter la distanciation. On ne peut pas non plus être en mesure de s'assurer que tous les véhicules sont bien désinfectés ou que tous les passagers respectent toutes les consignes. Donc, de ce côté-là, on a complètement arrêté les transports. On a appelé tous les usagers qui en avaient besoin, leur demandant de reporter ou d'annuler leur rendez-vous si possible. Puis l'autre service beaucoup qu'on offre au niveau du baladeur, c'est le covoiturage pour la mise en commun des offres et des demandes. On ne conseille pas non plus de voyager avec des gens habitant pas dans la même adresse. Donc, c'est difficile de mettre en commun les transports au niveau du covoiturage. Pour l'instant, tout est arrêté jusqu'au 4 mai. Un peu sur la pause du gouvernement Legault, comme ils disent, mais ensuite, on verra par la suite comment on s'enlignera.
Au niveau du transport adapté, par contre, oui, mes autobus sont presque tous vides. Il n'y a plus de centre de jour qui fonctionne, il n'y a plus d'activité pour les personnes avec des limitations, les personnes, nos usagers principalement. Par contre, nous, on reste disponible pareil. On n'en fait pas beaucoup, on fait pratiquement que du transport médical, c'est-à-dire un patient qui doit se rendre de l'hôpital, aller à sa résidence pour personnes âgées, ou encore une résidence qui appelle pour aller porter un patient à l'hôpital, ça, on va les faire. Mais on fait aussi beaucoup de transports interhospitaliers, dans le sens que c'est l'hôpital principalement qui nous appelle en nous demandant est-ce qu'on a besoin d'un transport pour aller à un rendez-vous à Val-d'Or. Ils sont de plus en plus rares aussi parce que même dans le personnel hospitalier, ils limitent beaucoup les rendez-vous qui sont non urgents. Mais tu sais, moi, je veux vraiment dire qu'on est disponible. Il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler les filles, on est en télétravail tout le monde, comme partout ailleurs. Par contre, on s'assure de prendre les messages à chaque jour. Bien, c'est certain que nous, on prend toujours des précautions, tu sais, en termes de petits roches là, à l'automne, de grippe ou de gastro. On a des moyens pour se protéger quand même parce que c'est sûr que nos chauffeurs, il ne faut pas qu'ils attrapent rien. Fait qu'on est toujours un peu sensibilisés à ça, vu qu'on est un espace public, on est du transport collectif de personnes. On essaie de respecter vraiment nos mesures d'hygiène le plus adéquatement possible. Présentement, c'est sûr que là, on maximise plus une personne à la fois dans nos autobus pour éviter les gens soient proches un de l'autre. Mais, tu sais, on essaie de faire attention aux personnes vulnérables. Puis, en effet, comme tu dis, ces gens-là sont vulnérables. Des fois, ils n'ont pas beaucoup de moyens de transport. Personne qui est en fauteuil roulant puis qui n'a pas accès à aucun autre moyen, bien, il faut être capable de répondre à son besoin. On va être plus stiff, on va être plus serré dans nos mesures, on va embarquer un patient à la fois, mais il faut être capable de répondre à son besoin. Il a besoin de nous pour se déplacer, donc on est là. Pour la capsule Confinement 101, on vous propose 5 initiatives témiscamiennes dignes de mention. Bonjour tout le monde, bienvenue à Confinement 101. Aujourd'hui, je vous présente 5 initiatives témiscamiennes dignes de mention. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il doit en exister énormément. Par contre, nous n'avons malheureusement pas les yeux tout le tour de la tête. Si vous en connaissez d'autres qui n'ont pas été mentionnés dans cette capsule, on vous invite à aller les inscrire dans les commentaires et à identifier le nom des personnes qui ont des initiatives dignes de mention au Témiscamingue. La toute première initiative digne de mention qu'on vous présente est une initiative de 2 couturières de la région. D'ailleurs, il y a un article de Radio-Canada écrit par Tania Neveu qui a été présenté à ce sujet. Les 2 couturières dont je vous parle se sont lancées dans la confection de matériel artisanal destiné à nos anges gardiens qui sont présentement au front dans cette pandémie. Alors la première, il s'agit de Sandra Doherty de Lorrainville qui a décidé de confectionner des bandeaux pour les oreilles parce que, alors qu'elle était de passage à l'urgence, elle a entendu des infirmières se plaindre qu'elles avaient mal aux oreilles parce que les masques pour se protéger le visage s'accrochent sur les oreilles. Alors elle a eu l'idée de confectionner des bandeaux sur lesquels les masques peuvent venir s'attacher. Elle offre la livraison à vos frais partout au Québec et en Ontario. Il y a également l'entreprise de fil en aiguille de Ville-Marie qui a évidemment dû fermer ses portes à cause de la pandémie. Par contre, ils ont décidé de confectionner des masques artisanaux qui ne sont pas des masques médicaux. Alors, sur leur page Facebook, on vous invite à aller consulter le document qui a été déposé par le gouvernement du Canada qui donne des recommandations quant à l'utilisation des masques artisanaux parce que, évidemment, l'utilisation de ces masques à eux seuls ne permettent pas de se protéger totalement de la COVID-19. La deuxième initiative témiscamienne digne de mention va à certains de nos artisans locaux. D'abord, il y a Nancy Couturier de la Verrerie de la Montagne qui a décidé, en ce temps de pandémie, de mettre du bonheur dans la vie des gens en confectionnant divers items aux couleurs de l'arc-en-ciel. Depuis le début de la pandémie, les arcs-en-ciel sont très populaires pour montrer la solidarité et l'espoir. Alors, elle offre plusieurs créations sous forme d'arc-en-ciel. Vous pouvez aller fouiller sur sa page Facebook. Il y a également des petites boucles d'oreilles sous forme d'arc-en-ciel qu'elle a commencé à confectionner. Vous pouvez également avoir un arc-en-ciel à suspendre, donc choisir la taille que vous voulez et vous la faire livrer. Une autre artisane locale, je vous parle de la fille coquette Vanessa Cardinal qui, pour l'occasion, a décidé de faire des petites créations inspirées du moment. Elle a donc confectionné des boucles d'oreilles sur lesquelles il y a différents modèles d'arc-en-ciel. Alors, vous pouvez aller voir les modèles qui sont disponibles sur sa page Facebook.
La troisième initiative témiscamienne digne de mention est celle d'un auteur témiscamien, Jérémy Rivard. C'est sur un groupe Facebook témiscamien d'entraide à la COVID-19 que Jérémy Rivard a offert son livre en format numérique gratuitement à la population. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le contacter pour qu'il puisse vous envoyer son œuvre Gévaudan. Alors, jusqu'au 20 avril, il vous propose de vous l'envoyer gratuitement. Son livre Gévaudan est en fait un suspense historique qui se déroulait en France lors de l'événement de la bête de Gévaudan. Et je vous conseille fortement d'en profiter pour aller découvrir les autres œuvres de cet artiste. La quatrième initiative témiscamienne digne de mention est celle de Pistache, la fameuse mascotte que les parents de jeunes enfants doivent peut-être connaître. Pour vous le présenter rapidement, Pistache est un membre de l'équipe des saines habitudes de vie de la Direction de la santé publique du CISAT et du CLSC de Ville-Marie. Salut les poilus! Tu me connais-tu? Je m'appelle Pistache. Pistache le chat. Normalement, il intervient principalement auprès des enfants d'âge passe-partout et même des enfants au préscolaire. Il a été conçu par Francine Marcotte, une artiste originaire du Témiscamingue, et c'est entre les mains de Christine Meunier qu'il prend vie. C'est donc grâce à elle que Pistache a fait un retour sur les médias sociaux au cours des dernières semaines, et c'est également l'initiative de deux enseignantes du Témiscamingue, Clara Meunier-Gauthier et Caroline Germain, qui se sont dit que ça pouvait peut-être être une bonne idée de faire revivre Pistache pour faire du bien aux enfants pendant ce temps de confinement. C'est alors que Pistache a sorti 4 capsules et elles sont disponibles sur la page personnelle du Facebook de Christine Meunier. Je vous mettrai par contre les liens des vidéos de Pistache et de ses capsules pour que vous puissiez le faire découvrir à vos enfants. Ma journée avait fini en jaune, même en rose, bleu, vert, tout un arc-en-ciel même. Et la cinquième initiative témiscamienne digne de mention, c'est l'initiative de certains artistes locaux de la région. Il y a d'abord Louis Kirouac, l'ancien directeur général de la station CKVM, qui a offert une prestation sur la page Facebook de CKVM. Il nous a offert sa composition Chanceux, qui est vraiment une chanson de circonstance et qui peut mettre un petit baume de bonheur sur la période difficile qu'on est en train de vivre en ce moment. Pour faire de la place à ce qui est vraiment important, à ce qui m'allume pis qui compte vraiment. Alors, sa magnifique composition est disponible encore sur la page Facebook de CKVM. Il y a également Simon Gélina et sa fille Anna-Rose Gélina qui nous ont offert 2 prestations depuis le tout début du confinement. Ils ont d'abord repris la populaire chanson Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper et ont fait une version adaptée à la situation actuelle. Et plus récemment, ils ont également fait une autre reprise d'une chanson originale. Alors, c'était vraiment de toute beauté. Je vous conseille d'aller entendre ces 2 magnifiques voix. Il y a probablement d'autres artistes témiscamiens qui ont offert des prestations sur les médias sociaux. Comme je vous disais, je vous invite à aller commenter dans les commentaires le nom de ces personnes afin qu'on puisse être au courant et qu'on puisse partager le plus d'initiatives témiscamiennes possible. C'est tout pour cette capsule de confinement 101. À la prochaine!